La ville est naturellement résiliente. C'est même la résilience qui fait que la ville est la ville et pas seulement un grand bâtiment, par exemple. Depuis toujours, la ville a su se renouveler par partie, tout en conservant l'ensemble de sa structure. Et c'est ça qui permet à la ville cette chose merveilleuse d'être à la fois la plus vieille création de l'homme et en même temps le lieu permanent de l'innovation. Et aujourd'hui, on réfléchit sur la résilience ou sur la reconversion des villes parce que le monde accélère, parce on connaît des chocs technologiques, on connaît qui ruinent des industries, qu'il faut reconstruire autrement. On connaît des catastrophes naturelles, des incendies, des inondations, des guerres, etc. Et on voit que les villes se reconstruisent. Et ce processus de reconstruction est très intéressant pour l'urbanisme d'aujourd'hui, parce qu'au fond, autant la ville est par nature résiliente, autant ce que l'on fait en urbanisme aujourd'hui n'est pas nécessairement résilient. C'est-à-dire que on peut prendre comme exemple les dalles sur lesquelles on a construit des immeubles dans des quartiers de villes nouvelles. Et ben voilà un exemple d'urbanisation qui n'est pas résiliente. Il est très difficile de démolir des bâtiments, d'en reconstruire sans détruire le tout. Donc la résilience ou la réversibilité est un sujet très, très fondamental. Et à travers ce sujet, on voit apparaître toutes sortes de questions qui concernent la ville de demain. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup parlé de concertation, d'appropriation. Alors, ça peut paraître loin du sujet. En fait, c'est assez proche. L'exemple de l'île de Nantes montre qu'on peut reconstruire une ville sur les traces des chantiers navals qui occupaient l'île jusque dans les années 80. Et cette reconstruction, elle peut se faire avec les habitants, elle peut se faire en ne commençant pas par tout détruire pour tout reconstruire, mais en allant progressivement, en laissant à la ville le temps de se régénérer, en laissant au lieu le temps d'exister, et surtout en faisant venir la vie avant la ville. C'est-à-dire que le quartier de la création s'est installé dans des anciennes halles, par exemple, et on a pu ainsi générer une forte dynamique économique avec des créateurs de toutes sortes qui ont pu venir s'installer là parce que les locaux n'étaient pas chers, parce qu'ils étaient accueillis, ils se sont retrouvés ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc on a eu un quartier actif, dynamique, créatif, avant même que l'on construise quoi que ce soit, ou pendant la durée de la construction du quartier, alors que d'habitude, on fait des quartiers qui sont peu vivants et qu'on a le plus grand mal à animer par la suite. Que ce soit dans la construction, au niveau du bâtiment, ou que ce soit dans la ville, on voit que le provisoire n'est plus un inconvénient, c'est un avantage. Et qu'on doit pouvoir faire évoluer les villes à tout moment. Quand il y a des catastrophes et qu'il faut se reconstruire après une catastrophe, ça c'est la résilience au sens classique, mais aussi quand il y a des changements, de l'innovation, des aléas, etc. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le succès c'est l'innovation dans tout un tas de domaines, et que si on ne crée pas une ville qui est capable d'intégrer facilement l'innovation, les villes risquent de mourir. Il nous faut des villes qui intègrent l'innovation. Il ne faut pas seulement l'innovation elle-même, il faut qu'elle puisse être reçue socialement, mais aussi dans l'urbanisme lui-même. Et c'est ça l'idée d'un urbanisme flexible, d'un urbanisme qui est tout le temps en mouvement, d'un urbanisme qui peut changer, mais d'un urbanisme aussi qui associe un très grand nombre d'acteurs et qui peut prendre des sens différents pour ces différents acteurs. Donc un urbanisme à la fois très flexible, très partageable, et c'est là-dessus que nous travaillons. Alors dans Irréversité, il y a une idée qu'on n'a pas non plus tellement développée aujourd'hui, mais un petit peu quand même. C'est qu'il faut ménager l'avenir. J'évoquais tout à l'heure l'urbanisme précautionneux de Berlin. Ça a été une grande révolution, mais c'était avant la chute du mur, ça fait un moment maintenant. Une grande révolution. À l'époque, à Berlin, on construisait hard, et des gens qui ont dit, attendez, il faut ménager l'avenir.
Il faut ménager l'avenir, donc il faut faire en sorte que ce qu'on fait ne rende pas impossible de faire d'autres choses. Bon, c'est une idée très développement durable, hein, si vous voulez. C'est-à-dire comment est-ce que je fais de la ville que je puisse transformer en autre chose après. Et ça concrètement, c'est très précis. Quand on est à l'échelle de l'immeuble, mais ça, Christian de Villers peut vous l'expliquer, quand on est à l'échelle de l'immeuble, on peut faire des choses qui sont plus ou moins faciles à transformer, faciles à changer. On peut faire de la ville où on pourra revenir, refaire autrement, même désurbaniser à la limite, hein, c'est-à-dire retransformer de la ville en campagne. Enfin ça, c'est pas demain, mais ça peut s'imaginer. Tout ça, c'est l'idée de réversibilité. Alors l'idée de réversibilité, elle va aussi avec l'idée d'économie circulaire, c'est-à-dire le fait qu'on peut utiliser les mêmes choses de façon différente, leur redonner une vie, etc. etc. Tout ça, c'est un ensemble d'idées qui vont aussi avec l'idée de flexibilité, que les choses puissent changer facilement, etc. etc. Tout ça, c'est un même paquet qui n'est pas sans rapport avec la résilience. D'un côté, on sait que la ville se fait au cas particulier et qu'on est toujours en train de faire des prototypes d'une certaine manière et qu'il faut vraiment contextualiser, tenir compte des situations spécifiques, etc. Mais d'un autre côté, l'urbanisme à l'échelle du monde se fait à coup de modèles qu'on applique de façon presque aveugle dans différents coins du monde. Bon. Et un des enjeux, c'est justement que on arrive dans les villes qu'on construit aujourd'hui, dans les parties du monde où on construit plein de villes, hein, en Asie on construit plein de villes, qu'on arrive dans les parties du monde où on construit plein de villes, à quand même contextualiser plus, spécifier plus, etc. Donc c'est une ville construite pas à pas, de manière incrémentale, en associant le plus possible de personnes, donc en créant finalement le plus possible de liens, d'interactions et qui procure du coup une forme de stabilité au système, autant que de supprimer les effets dominos. Cette ville bottom-up, il y a un peu trois manières, il me semble, de la construire. D'abord, c'est l'idée de la co-construire, évidemment. Il y a plusieurs manières de démarrer. C'est aujourd'hui un terme qui recouvre beaucoup de choses. On part des logiques géographiques, des logiques géologiques, des logiques hydrographiques. Ce sera une approche du projet de paysage. Ou alors le bottom-up, ça peut être les habitants. C'est le projet comme des médiateurs, par exemple, de la médiation urbaine. Ou encore, il y a le projet qui part tout simplement des énergies, des leviers, des projets en cours et c'est par exemple le scénario zéro tel que le développe l'agence Studio à Anvers qui commence par faire un recensement de tous les projets existants pour construire le projet de la ville avec tout cet existant, avec tout ce déjà là. Mais je pense que aujourd'hui c'est important d'insister sur ce versant bottom-up par rapport à l'autre parce que justement il y a, comme on le disait tout à l'heure, des cadres de pensée à remettre en question et que faire bouger ces modes de pensée, ces cadres très structurants, mais c'est un travail important qui crée des fragilités, qui crée des inquiétudes. Donc je pense que le travail à faire aujourd'hui est plutôt de ce côté-là, même si effectivement les deux sont complémentaires. Je pense que quand on essaye de le faire concrètement, c'est tout sauf simple. Et donc oui, je pense qu'effectivement c'est lancé, on l'entend partout et il y a une forme d'incantation, voire d'injonction généralisée. Et effectivement, il y a des tas d'expériences locales, énormément de collectifs qui travaillent de cette manière. Et pourtant, il y a encore, je pense, un champ sur les modes de faire, un champ à explorer qui est colossal parce que tout pose question, parce qu'on n'a pas... il y a encore très peu de théorisation finalement sur les modes de faire, pas sur l'enjeu. Oui, je pense qu'on est tous d'accord, on est tous conscients, mais sur la manière concrète de le mettre en œuvre, de solliciter les gens, les bonnes personnes, de les mettre ensemble, de dépasser, oui, de fédérer tout le monde sur un projet. On est encore très peu outillés, en tout cas en urbanisme, et on doit certainement s'associer des tas d'autres compétences et se former peut-être également pour réussir ce type de processus très différent de ce dont on a l'habitude.
Une ville résiliente et recyclable, ce serait peut-être pas exactement d'ailleurs la même chose de parler de ville résiliente et de recyclable, mais ce qui fait une ville résiliente et une ville recyclable, c'est une ville qui est capable de rebâtir, de reconstruire, de reconvertir, en quelque sorte de se mettre en mouvement finalement pour rebâtir ou pour réintroduire des nouveaux éléments dans son tissu existant. Beaucoup de villes en France comme à l'international on se soucie et je pense que pratiquement toutes les grandes métropoles françaises, que l'on parle de Lyon, que l'on parle de Bordeaux, que l'on parle de Nantes, que l'on parle de Lille, etc., sont toutes des villes qui ont ce souci de la résilience et du caractère recyclable de leur ville. Et on retrouve, mais évidemment avec des contextes extrêmement différents, la même potentialité dans beaucoup de villes d'Amérique du Nord également, mais également ce souci finalement dans des villes plus nouvelles qui se construisent avec dès le départ la volonté de pouvoir faire des bâtiments qui sont recyclables ou des quartiers qui pourront être soumis à plusieurs utilisations. On en trouve aussi bien dans les villes d'Amérique latine qui ont un dynamisme extrêmement grand que dans les villes asiatiques par exemple. La question des habitants est probablement la question centrale aujourd'hui. Mon propos sera de dire vraiment ici que bien sûr la ville recyclable ou la ville résiliente c'est une ville du bâti, c'est une ville de la construction, mais c'est essentiellement une affaire d'acteurs publics, d'acteurs privés bien entendu, de leur interaction et aujourd'hui de la participation des usagers, de la participation des habitants, de la participation des résidents des villes et des quartiers concernés. La question étant que aujourd'hui, je pense que l'idée est présente. En revanche, la mise en œuvre est encore complètement à construire, si ce n'est à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier où des expériences commencent à être mises en place, en tout cas à l'échelle de la ville.